Bonjour à tous. Bienvenue à notre conférence en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Madame Mélanie Kerouac pour vous présenter notre conférence sur les réponses à vos questions sur les mesures gouvernementales. Mélanie, à toi. Bonjour, merci de vous connecter avec nous ce matin. Merci également aux membres de la Jeune Chambre de commerce de Québec qui sont avec nous pour cette initiative conjointe très attendue, durant laquelle l'équipe de Mallette répondra au plus de questions possibles sur les mesures gouvernementales qui sont annoncées en lien avec la pandémie COVID-19. Je tiens à remercier M. Martin Lapointe, CPA, auditeur CA, directeur principal finances corporatives et services transactionnels, et M. Paul Saint-Louis, directeur principal fiscalité chez Mallette, de répondre à vos questions ce matin. Merci beaucoup, messieurs. J'en profite pour vous souligner que tout comme vos entreprises, on est présentement à la Chambre, nous aussi, en train de mettre un plan de relance en place pour continuer pour les prochains mois. On souhaite vraiment continuer à vous entendre, à échanger avec vous. Alors, vos suggestions de thèmes ou de points importants à porter au niveau des instances gouvernementales sont très importants pour nous. Alors, n'hésitez pas à nous les communiquer, à continuer de nous les communiquer. Soyez assurés qu'on est présent, puis on va faire ce qu'il faut pour vous aider. Alors, j'invite maintenant la directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Québec, Stéphanie Gervais, à vous adresser quelques mots. Merci. Merci Mélanie. Alors oui, c'est avec plaisir que nous collaborons ce matin avec la Chambre et Mallette pour l'organisation de ce webinaire. Merci aux différents intervenants qui prendront la parole également. La pandémie actuelle nous sort tous de notre zone de confort, mais même à distance, on voit émerger de superbes initiatives qui nous rapprochent les uns des autres. Le courage et la détermination de la communauté d'affaires que l'on voit depuis les dernières semaines à s'unir pour s'en sortir est impressionnante. Tout comme la Chambre, soyez assurés que nous sommes présents pour les jeunes gens d'affaires. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous soutenir à travers cette crise. Ensemble, nous sommes plus forts. Bon webinaire. Merci Stéphanie. Alors, sur ça, j'invite M. Mario Bédard, président du conseil d'administration chez Mallette. Bonjour tout le monde, bon matin. Mon nom est Mario Bédard. Comme Julie disait, je suis président du conseil d'administration de Mallette et associé responsable de la région Québec et de la région Mauricie pour les bureaux de Mallette. Nous sommes très heureux ce matin de participer à ce webinaire-là avec la Chambre de commerce et la Jeune Chambre de commerce de Québec sur les mesures gouvernementales. Mallette, c'est 1000 ressources réparties dans 30 bureaux un peu partout au Québec. Je peux dire que nous, ça va très bien en tant que tel. On est très heureux des décisions qu'on a prises au début de cette pandémie dès le 12 mars, c'est-à-dire de retourner nos gens à la maison. On était équipés pour faire du télétravail. Et une décision importante aussi qu'on a prise, c'est de conserver à notre emploi la totalité de nos employés. Donc, les 1000 ressources au Québec ont resté à notre emploi. Ce qu'on a pris comme décision a été de diminuer leurs tâches. Rappelez-vous, les premières journées, garderie qui ferme, école qui ferme. Donc, on avait beaucoup d'employés qui avaient de la misère à accomplir 100% de leurs tâches. Donc, notre décision a été de garder 100% de nos employés à la tâche, mais à 75% d'un horaire normal, ce qui permet à nos employés de desservir, comme je le dis souvent, 100% de nos employés sont là pour desservir 100% de nos clients et garder la relation client et professionnel chez Mallette toujours en fonction. Je vais aussi vous suggérer fortement, après la conférence de Paul et de Martin, d'aller voir notre site internet à mallette.ca où on retrouve énormément de documentation sur les différentes mesures qui ont été mises en place par les différents paliers de gouvernement depuis le 12 mars. Nos fiscalistes et notre équipe de service conseil ont été très actifs depuis le 12 mars et vous retrouverez sur le site à peu près toute information sur toutes les mesures possibles. Je comprends que Martin et Paul vont bien les expliquer ce matin, mais des fois, on veut relire et voir ça. Je vous conseille d'aller voir notre site Internet. Là-dessus, je retourne la parole à Julie et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Blackburn, je suis directrice au réseau Mallette. Aujourd'hui, je vais être votre maître de cérémonie. Je vais m'assurer de vous expliquer un peu comment Teams fonctionne si vous êtes moins familier avec ça. Donc, si vous balayez votre écran avec votre souris, au centre, vous avez un onglet qui s'appelle Questions et réponses. Vous pouvez nous écrire directement sur cet onglet-là et moi et les conférenciers, on va avoir accès à vos questions tout au long de la présentation. Donc, les présentateurs vont expliquer leur contenu aujourd'hui et s'ils ont du temps, ils vont pouvoir répondre à ces questions.
De plus, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions-là, je vous invite à nous écrire à réseaumallette@mallette.ca. Je vais mettre cette adresse-là dans cet onglet et nous allons pouvoir vous contacter si vous désirez par la suite pour répondre à vos questions. Donc, sur ce, je passe la parole à nos conférenciers, M. Martin Lapointe et M. Paul Saint-Louis. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire ce matin. On voit déjà qu'il y a beaucoup de questions là, sur le forum. Alors, évidemment, l'objectif, si on peut aller à la prochaine slide où on présente l'ordre du jour, c'est de répondre à vos questions, puis de rendre la présentation interactive, donc de répondre à un maximum de vos questions. On a fait une sélection là, en fonction des questions qui nous ont été demandées au cours des dernières semaines là, parmi nos clients et gens de l'externe. On a ramené les sujets là, aux principaux éléments là, des mesures d'aide annoncées là, pour lesquelles il y avait des questions. Alors, évidemment, on vous invite à continuer à poser vos questions sur le forum là, tout au long de la présentation, puis on va s'assurer de répondre à un maximum de questions malgré le temps restreint qu'on a pour le faire. Je vous rappelle aussi également là, que ces mesures-là, ce sont des mesures là, pour lesquelles il y a toujours des changements là, qui sont annoncés de façon quotidienne. Donc, l'information qui est là a été rédigée à la lumière des informations et qui était disponible là, hier soir là, ou plus tard. Là. Donc, il peut arriver que votre situation là, demande des ajustements. Là. Donc, après la présentation, on vous invite à nous contacter là, si vous avez des questions également. Alors, dans l'ordre du jour, on va regarder là, évidemment là, la PCU pour laquelle la majorité des questions et des éléments qui étaient en suspens ont été résolus avec les dernières annonces faites par le gouvernement. Il y a la question aussi des subventions, là, donc la fameuse subvention salariale d'urgence du Canada de 75 % qui suscite énormément de questions. La subvention salariale de temporaire de 10 % là, qui a été une des premières mesures annoncées par le gouvernement fédéral. Le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, là, qui est une mesure là, qui a été annoncée récemment là, afin de combler là, certains écarts. Là, on va voir qu'est-ce que ça comporte un petit peu plus loin. Puis, évidemment, là, les mesures d'accès au crédit là, qui demeurent en place, qu'on va aborder de façon très sommaire aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas de creuser ces éléments-là qui sont déjà bien documentés, mais de se concentrer vraiment au niveau là, de la subvention salariale là, puis les autres mesures qui peuvent avoir un impact, là, puis surtout pour lesquelles les entrepreneurs ont des décisions à prendre, étant donné les différentes périodes d'admissibilité. Là, on a énormément de questions là-dessus. Donc, on va essayer de se concentrer sur ces sujets-là. Alors, si on commence là, rapidement avec la prestation canadienne d'urgence, la PCU, évidemment, l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de repasser tous les critères. Là, vous allez voir les critères à l'écran. Le but, ce n'est pas de les regarder en détail. Là. Ce sont des critères qui sont relativement bien documentés là, sur les sites gouvernementaux. On vous a mis les liens dans la présentation qui va vous être transmise en format PDF un petit peu plus tard. Donc, dans les éléments principaux, là, si on regarde au niveau de la PCU, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un montant de prestation de 2 000 $ par mois. Évidemment, qui est une prestation qui va être à déclarer dans votre déclaration d'impôt de 2020. Puis donc, le montant d'impôt va être payable en 2021 en fonction là, des périodes de paiement là, qui sont les mêmes là, que les périodes là, qui sont le mois d'avril habituellement, là, sauf en période de crise où, évidemment, il y a eu des mesures là, où les particuliers pouvaient payer leurs impôts un petit peu plus tard. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le droit à 2 000 $ par mois pour un maximum de 4 périodes sur 7 périodes. Et les 7 périodes sont réparties là, entre le 15 mars et le 26 septembre 2020. Et la date là, la plus éloignée pour faire la demande, c'est le 2 décembre 2020. Et les principaux critères, c'est le fameux critère de revenu de 5 000 $ avant impôt qui doit avoir été gagné au cours soit des 12 derniers mois ou en 2019 et qui doit provenir soit de revenus d'emploi, revenus de travail indépendant. Évidemment, la question qui était posée et qui a été résolue, c'est la fameuse question relative aux dividendes. Est-ce que si je me verse des dividendes, j'ai le droit de recevoir la PCU, si j'ai des dividendes dans les 12 derniers mois ou en 2019? La réponse à ça, c'est oui. À partir du moment où c'est des dividendes qu'on dit non déterminés, donc des dividendes ordinaires. Fait que ça, cette question-là a été résolue. Puis l'autre élément là, qui a été résolu aussi dans les dernières journées, c'est la fameuse question du 1 000 $. Si j'ai gagné un minimum de revenus, est-ce que ça me pénalise pour recevoir la PCU?
Avant, la réponse à ça était oui. Maintenant, on a le droit de gagner jusqu'à un maximum de 1 000 avant impôt pour chacune des périodes de demande. Là. Puis il y a la notion que la première période, là, comme on le voit à l'écran, la période initiale, là, on parle de 14 jours consécutifs où l'employé doit ne pas avoir reçu de revenus à l'exception de ce 1 000 $-là. Et pour les périodes de 4 semaines subséquentes, donc chaque période de prestation prise de manière individuelle, la même notion de 1 000 $ s'applique. Je ne sais pas, Paul, si tu as des ajouts à faire ici à ce niveau-là. À date, ça va très bien. Tout est beau. Bon, excellent. Alors, la prochaine slide, en fait, il y a une modification. On l'a mis ici, là, on n'a pas de précision là, plus grande que ça, si on va à la prochaine slide. Au niveau des étudiants, là, on sait qu'il y a des revendications qui sont faites là, pour avoir certaines mesures là, ou formes d'aide pour les étudiants là, qui sont dans l'incapacité d'avoir un emploi, mais qui ne rencontrent pas nécessairement le critère là, de 5 000 $ au cours des 12 derniers mois ou les autres critères. Les précisions sont à venir là, à ce niveau-là. Comment présenter une demande? Si on passe rapidement, là, il y a 2 façons de présenter une demande. C'est via mon dossier pour les particuliers qu'on connaît tous ou via Service Canada là, en fonction de votre situation. Puis vous voyez à l'écran les liens qui vont vous être transmis par rapport à ça. Donc, au niveau de la PCU, je pense que ça fait bien le tour. La plupart des questions ont été résolu. Puis évidemment, s'il y a d'autres précisions à venir, là, on sera heureux de vous les communiquer là, dans les bulletins qui sortent régulièrement là, par les gens de Mallette. Alors, je passerai la parole à Paul là, pour traiter là, de la première subvention, là, qui est la subvention d'urgence du Canada, qui est la fameuse subvention qui suscite le plus de questions là, ces jours-ci avec le 75 %, comment je me qualifie, comment on interagit avec la PCU et les autres mesures d'aide. Donc, Paul, je te cède la parole. Bon, bien, merci. Donc, la fameuse subvention salariale d'urgence, elle a été introduite dans la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est réellement à partir de la loi de l'impôt sur le revenu que les mesures ont été mises en place. Et si on va à la slide suivante, on va pouvoir voir en général, la subvention va couvrir jusqu'à 75 % des salaires que vous versez à vos employés jusqu'à concurrence de 12 semaines. Donc, encore une fois, il y a des périodes. Les périodes sont, présentement, il y en a 3, mais dans la loi de l'impôt, ils n'ont prévu, eux autres aussi, 7 qui pourraient s'étirer jusqu'au mois de septembre. Mais présentement, les 3 périodes qui sont visées, c'est la période du mois de mars, 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 6 juin. Donc, pour être admissible à cette subvention spéciale-là, donc l'employeur doit prouver que son chiffre d'affaires a diminué pour le mois de mars de 15 % et pour le mois d'avril et le mois de mai, que son chiffre d'affaires a diminué de 30 %. Comment ça se fait, ce fameux calcul pour identifier si j'ai eu une baisse de 15 ou de 30 %? Donc, pour le mois pour le mois de mars, on va comparer les revenus du mois de mars de 2020 avec les revenus du mois de mars de 2019. Et s'il y a eu une baisse de 15 %, d'au moins 15 %, là, vous allez être éligible à la subvention salariale de 75 %. Et la même chose pour le mois d'avril. Le mois d'avril, on va le comparer au mois d'avril de 2019, le mois de mai avec le mois de mai 2019. Et si vos revenus ont diminué de 30 %, vous allez être admissible à la subvention. Donc, vous comprenez que ça, il y a beaucoup de tests d'admissibilité qu'il faut tenir compte. Parce que les structures, c'est pas juste la plupart des structures en affaires, c'est vous avez une compagnie qui détient une autre compagnie. Donc, il faut qualifier le groupe, soit le groupe dans son ensemble ou chaque entité de façon individuelle. Donc, il y a beaucoup de critères d'admissibilité. Donc, il faut faire vraiment attention parce qu'on parle de revenus gagnés au Canada. Et
ça, c'est aussi sans tenir compte des revenus que vous gagnez entre personnes ayant un lien de dépendance. Donc, il faut l'enlever et c'est ce fameux calcul net-là qu'on va comparer d'une année à l'autre. Et il y a aussi une règle spéciale, et là, c'est la règle où le critère, c'est si vous n'étiez pas en affaires en 2019, le 1er mars 2019, ou vous n'exploitiez pas votre entreprise de façon normale au mois de mars 2019, ou encore que vous faites le choix, vous pourriez vous comparer au mois de janvier et le février 2020. Il y a une formule mathématique dans la loi qui vient faire une moyenne de ces 2 mois-là et vous comparez votre mois de mars avec la moyenne que vous allez avoir obtenue du mois de janvier et février et ça va vous permettre de faire votre calcul de réduction si vous êtes admissible pour 15 %. Et si vous utilisez cette méthode-là, mais vous êtes obligé de garder votre période de référence janvier et février pour vous comparer au mois d'avril et au mois de mai. Vous ne pourriez pas changer. La distinction, c'est que si je me compare mon mois de mars 2020 au mois de mars de 2019, je vais pouvoir me comparer mon mois d'avril 2020 avec mon mois d'avril 2019. Mais cette nuance-là, c'est un coup que tu as choisi cette méthode-là, de faire la moyenne de janvier-février 2020, vous êtes obligé de garder cette référence-là pour chacun des mois auxquels vous allez appliquer pour la subvention salariale. Et encore une fois, c'est pour compliquer un petit peu le calcul, vous avez le choix de la méthode. Donc, normalement, les états financiers sont montés, anciennement, on parlait de principes comptables généralement reconnus, mais là, c'est des normes comptables. Et là, normalement, sont montés comme ça. Ça, c'est la méthode 1 pour la comparaison. Utiliser les mêmes méthodes comptables d'un exercice à l'autre. Mais si jamais vous ne passez pas le test en gardant vos principes comptables, on peut utiliser aussi la méthode de la comptabilité de caisse. Donc, la méthode de comptabilité de caisse, donc, c'est comptabiliser uniquement quand c'est encaissé. Donc, tant que vous pouvez faire une vente, l'encaissement va arriver 2-3 jours plus tard. Donc, il est très clair que c'est comptabilisé au moment où il y a l'encaissement qui a lieu et non pas au moment où la vente est réalisée. Donc, vous comprenez qu'il existe plusieurs méthodes pour arriver à finir par se qualifier à la fameuse subvention de 75 % salariale. Et encore, tout dépendamment de votre structure corporative, donc il peut y avoir à l'intérieur de votre groupe ce qu'on appelle un centre administratif. Le centre administratif, en réalité, lui, n'a pas de revenus. Les seuls revenus qu'il a, c'est à l'intérieur du groupe. Il charge à chacune de ses filiales ou à ses compagnies sœurs des revenus. Et donc, c'est tous des revenus qui sont avec lien de dépendance. Et pour ces filiales-là ou ces entités-là, il y a une formule mathématique qui fait en sorte que même si vous avez 10 filiales, il y en a peut-être 2-3 là-dedans qui ne se qualifieront pas, mais les autres vont pouvoir se qualifier et même votre centre administratif ou si je parle d'une entreprise ayant de transport qui aurait une compagnie où ça sera le garage où ils font la maintenance des camions, on pourrait aller la qualifier et qu'elle soit elle aussi en mesure de bénéficier de la subvention de 75 %. Donc, tout se fait entreprise par entreprise ou de façon consolidée le groupe, soit comptabilité de caisse, soit comptabilité d'exercice, ou on a un autre choix, pas au niveau de la comptabilité, mais notre mois de référence, c'est le mois de référence de l'année précédente, ou encore on fait le choix de prendre la moyenne de janvier et février 2020. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, et là, on a parlé de l'admissibilité. À cette heure, on va calculer comment se calcule le fameux 75 %. En fait, c'est divisé en 2 grandes étapes. Est-ce que votre employé a un lien de dépendance avec
l'employeur ou s'il n'y a pas. Donc, on va commencer par régler le cas où il n'y a pas de lien de dépendance. Donc, le calcul mathématique, il est bien simple. Vous allez toujours être limité à 847 $, mais le 75 % va se calculer, en fin de compte, sur le plus haut des salaires, soit le salaire que vous versiez avant la crise ou le salaire que vous versez pendant la crise. Donc, je donne un exemple. Une personne qui avait un salaire avant la crise de 1 000 $, et après la crise, étant donné qu'on le laisse chez lui à la maison sans qu'il travaille, on y en donne 600. Mais cet employé-là, il va être éligible à 75 % de 1 000 $ et non pas de calculer sur le montant qui est donné après la crise. Donc, c'est une formule mathématique qui vient nous dire qu'on va prendre, en gros, les montants les plus élevés entre le petit i et le ii. Ça, c'est en ce qui concerne les employés sans lien de dépendance. Si on va avec des employés avec lien de dépendance, cette fois-ci, c'est justement pour arriver, cette mesure-là a été mise en place. Exemple, je donne encore mon exemple de 1 000 $. C'est un propriétaire d'entreprise qui se versait un salaire de 1 000 $ avant la crise. Et après la crise, il disait, j'aimerais avoir plus. Et il décide de se verser un salaire de 1 500 pour aller profiter du maximum de la subvention. Mais dans son cas, la loi de l'impôt vient dire, oh, ça va être le moindre de, soit 847 $ ou 75 % du salaire que tu gagnais avant la crise. Donc, le calcul, quand on parle du salaire avant la crise, c'est le salaire qu'un individu va avoir gagné du 1er janvier 2020 jusqu'au 15 mars 2020. Exemple, dans cette période-là, il y a 10 semaines. Si une personne a eu 1 000 $ pendant les 10 semaines, donc c'est facile à calculer, c'est 10 000 divisé par 10, c'est 10 000 divisé par 10, donc ça fait une référence de 1 000 $ par semaine. Et si pendant mettons qu'il y aurait eu 10 000 $ de salaire, mais uniquement pour 5 semaines, mais sa référence va être 10 000 divisé par 5, donc son revenu qui on va faire référence, ça va être 2 000 $ par semaine. Donc, ça se calcule sur le nombre de semaines qui a été rémunéré. Autant pour l'employé sans lien de dépendance qu'avec l'employé avec lien de dépendance. Donc, en gros, ça fait le tour de la situation, mais je vais revenir tantôt sur un point. Votre fameuse, si vous payez, ça a été élargi aussi, cette subvention-là, c'est que pour aider davantage les entreprises, la loi a été... il y a un article qui vient bonifier la subvention salariale si vous prenez votre employé et que vous le payez, mais qu'il reste chez eux tout le temps que la COVID-19 est en fonction, là, je dirais. Là. Et donc, vous allez avoir une subvention supplémentaire concernant les remises gouvernementales que vous devez faire. Donc, ça s'applique uniquement sur la contribution de l'employeur au régime de l'assurance-emploi, du RRQ, ainsi que le régime québécois d'assurance parentale. Donc, la part de l'employeur qui que normalement que l'entreprise doit payer, si l'employé reste chez lui sans travailler et que vous le payez, donc ces remises-là vont vous être remboursées et ça n'affecte pas le 847. Donc, c'est un montant qui vient en su du 847 $. Et pour vous expliquer comment va fonctionner, on va aller à la page suivante. Là. Donc, la CETAT suivante.
Oui. Bon, le remboursement de les montants que vous allez avoir droit, vous allez avoir droit à ces montants-là à partir de la 3e semaine de mai, du mois de mai, où là, le site du gouvernement dans Mon dossier entreprise va pouvoir être ouvert et il va y avoir une formule que vous allez pouvoir faire vos réclamations directement sur le site de Revenu Canada à partir de Mon dossier entreprise. Et cette subvention salariale-là, il faut bien comprendre qu'il existe d'autres subventions, telles la subvention au niveau du fameux 10 % que Martin va vous expliquer tantôt. C'est simple. Si vous avez la subvention de 75 % et que vous avez déjà réclamé un montant pour la subvention de 10 %, mais votre subvention de 75 % va venir être réduite du montant que vous avez déjà demandé pour cet employé-là en ce qui concerne la subvention de 10 %. Donc, la loi de l'impôt a été écrite là, pour ces éléments-là de façon à ce que tous les programmes soient interreliés et que au maximum, là, vous ne pouvez pas arriver puis avoir comme 110 % de votre masse salariale de payée par le gouvernement. C'est réellement, il y a un maximum. Et quand vous avez atteint le maximum, que ce soit avec 1, 2 ou 3 aides, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Donc, toutes les aides gouvernementales ont été écrites de façon à ce qu'ils sont complémentaires, mais ne sont pas cumulatifs. Donc, il y a un maximum à atteindre et non pas une série d'additions où ça ira jusqu'à 125 %. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et depuis quelques journées, on se fait poser beaucoup de questions. Quand est-ce que je dois réembaucher mon employé? Et je pense que c'est l'acétate suivante. Et on vous a fait des tableaux qui résument en fin de compte comment fonctionnent les périodes d'admissibilité. Chaque période d'admissibilité est composée de 4 semaines. Et ces 4 semaines-là, à chacune de ces 4 semaines-là, de cette période-là, l'employeur doit toujours se poser la même question. Est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de cette période d'admissibilité-là? Et c'est là que c'est vraiment, vraiment important pour votre prise de décision de consulter ces petits tableaux-là. On va aller voir la situation 1. La situation 1, c'est qu'une entreprise décide de réengager ou d'engager son employé à la semaine 4 de la période. Donc, il va toujours devoir se poser la même question. Est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs durant cette période? La réponse est oui. Il a été 3 semaines sans être rémunéré de votre part. Donc, pour cet employé-là, vous n'aurez pas droit à la subvention salariale. On va aller voir la situation 2. La même chose pour la situation 2, vous l'engagez la 3e et la 4e semaine de la période. Vous devez vous poser la question, est-ce que mon employé était sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période? La réponse est oui. Donc, mon employé, il n'est pas admissible. Dans la situation 3, c'est là qu'on voit que ça ne prend pas grand-chose pour tomber admissible et non admissible. Supposons qu'on est dans la période, toujours dans la même période, et vous faites rentrer votre employé le vendredi de la semaine 2. Donc, la question, on se pose toujours la même question, est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d'admissibilité? La réponse est non, parce qu'il n'y avait pas 14 jours sans paye. Donc, l'employé devient admissible. Et là, vous allez avoir droit à 75 % de sa rémunération, comme on l'a montré tantôt, soit que ce soit un employé avec un lien de dépendance ou sans lien de dépendance.
Et là, on reprend la même chose à situation 4, mais là, cette fois-ci, on l'embauche la première semaine, puis pas les autres semaines. Mais il ne se qualifiera pas, l'employé, parce qu'il a été 14 jours au moins consécutifs sans période de paie. On va s'en aller aux autres situations, à la étape suivante, où ce que, encore une fois, là, au lieu de partir de la fin, on part du début. Dans la situation 5, il ne se qualifierait pas, mais dans la situation 6, étant donné qu'on l'a engagé la première semaine de la période, la deuxième et une seule journée dans la troisième semaine, donc l'employé n'a pas été 14 jours consécutifs sans rémunération pour la période, il devient admissible à la subvention. Dans la situation 7, encore une fois, on ne l'a pas engagé la première semaine, on l'engage la deuxième, on l'engage la troisième et on ne l'engage pas dans la quatrième période. On va se poser la question, mon employé a-t-il été 14 jours consécutifs sans rémunération? La réponse c'est non, il est admissible à la subvention. Et la même chose pour la situation 8 et la même chose pour la situation 9. Donc, 9, ça pourrait être un travailleur à temps partiel qui rentre travailler le jeudi, vendredi de chaque semaine. Encore une fois, on sera capable de répondre à la question, est-ce que mon employé a été sans rémunération au cours des 14 jours consécutifs au cours de la période? La réponse est non. Si la réponse est non, l'employé est toujours admissible à la fameuse subvention. Et de la 10, bien là, ça se répond d'elle-même. Il a travaillé tout le mois, donc pendant tout le mois, l'employé va être admissible à la subvention salariale. Donc, j'espère que c'était assez clair par ma présentation au niveau des semaines. On va passer à la étape suivante. Donc, là, on est rendu à la subvention salariale temporaire de 10 %. Je vais recéder la parole à mon collègue Martin qui va vous parler de cette fameuse subvention-là et je reviendrai par la suite. Merci, Paul. Donc, la subvention salariale de 10 %, c'est une subvention qui avait été annoncée avant celle de 75 %. Contrairement là, à la subvention de 75 %, la subvention temporaire de 10 %, elle, ce qu'elle prévoit, c'est un remboursement, dans le fond, en fait, une déduction, c'est une compensation sur des retenues à la source qui sont déjà dues à l'ARC. Donc, il n'y a pas de montant qui s'échange. C'est quand on vient remettre nos déductions à la source à l'ARC, il y a une déduction qui se prend là à la hauteur d'un 10 % de la rémunération qui est versée entre le 18 mars et le 19 juin, jusqu'à des maximums prévus de 1 375 $ pour chaque employé ou un maximum de 25 000 $ pour un employeur. Alors, à qui ça s'applique, cette mesure-là? C'est pour les particuliers qui exploitent une entreprise, là, par exemple les travailleurs autonomes, les sociétés de personnes admissibles. Pourquoi admissibles? C'est qu'il y a certains critères là, pour qualifier une société de personnes, qui doit être une société de personnes là, qui contient des particuliers uniquement, là, avec certains autres critères là, dans lesquels on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et les SPCC, donc capital imposable est inférieur à 15 millions. Là, donc, ça, c'est des entités qui ont le droit à la DPE là, essentiellement. Une des questions qu'on a reçues, c'est est-ce que là, en fonction des sociétés qui sont associées dans le groupe, est-ce qu'on est tenu de partager la subvention qui est prévue par cette mesure-là? La réponse à ça, c'est non. Dans le fond, il n'y a pas de partage là, comme on voit en fiscalité au niveau des sociétés associées. Et un des éléments importants, c'est qu'il faut détenir un compte là, de revenus à la source existant, là, le fameux RP 0001. Il faut l'avoir obtenu auprès de l'ARC au plus tard, là, en fait, au plus tard le 18 mars 2020. Les employés, évidemment, c'est des employés qui sont embauchés au Canada. L'interaction avec la subvention salariale d'urgence, en fait, on ne peut pas recevoir ces deux subventions-là en même temps. Donc, si j'ai reçu la subvention de 10 % et que je me qualifie à celle de 75 %, alors la plus avantageuse, qui est celle de 75 %, va venir être le 10 % va venir réduire le montant que je reçois d'autre part avec la subvention de 75 %. Pour présenter une demande, bien là, je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire une demande comme telle. C'est quand on vient remplir le formulaire là, pour déclarer ses retenues à la source. Ce montant-là vient
vient se déduire tout simplement là, des retenues que j'ai à faire auprès d'ARC. Alors, si je vais à la slide suivante, le programme incitatif de rétention des travailleurs essentiels, c'est une mesure qui a été récemment annoncée. Là. En fait, ce qu'elle prévoit, cette mesure-là, c'est essentiellement de compenser les travailleurs. C'est qu'il y avait un désavantage entre les gens qui ne travaillaient pas et qui recevaient la PCU à raison de 2 000 $ par mois. Les travailleurs essentiels à faible revenu qui se trouvaient pénalisés, là, donc ceux qui travaillaient et qui gagnaient finalement moins cher que ceux qui étaient sur la PCU. Ça prévoit, cette mesure-là, un salaire brut là, en fait, ça prévoit une compensation de 100 $ par semaine jusqu'à un maximum de 400 $ par mois pour ceux qui gagnent un salaire brut de 550 ou moins par semaine. Donc, on parle d'un salaire annuel de 28 600 $. Et évidemment, là, vous avez des critères à l'écran que je ne lirai pas nécessairement tout en détail là, pour laisser la chance qu'on puisse répondre à vos autres questions. Et évidemment, ben, c'est ça, encore une fois, là, toutes les mesures, il faut regarder c'est quoi l'interaction avec la PCU puis le programme d'aide temporaire aux travailleurs, là, qui en passant est un programme qui a été annulé là, récemment, mais pour ceux qui ont reçu des montants, il faut quand même tenir compte de l'interaction ici qui peut avoir lieu avec cette mesure-là. Comment on présente une demande via mon dossier, via les citoyens? Ça, on le voit revenir dans la plupart des mesures, là, que ce soit mon dossier au fédéral ou au Québec. C'est généralement la plateforme pour faire la demande au niveau des particuliers. Puis on va le voir, ben, on l'a vu avec Paul, là, pour faire la demande au niveau de la subvention salariale d'urgence. Ça va se faire via le dossier là, pour mon dossier pour les entreprises. Donc, si on passe à la slide suivante. Ici, c'est un programme qu'on vous a mis les détails parce qu'évidemment, vous allez recevoir le PDF de la présentation après. On ne passera pas tout ça en détail là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans ça. Le programme d'action concertée pour le maintien en emploi, c'est quoi? Là? Dans le fond, c'est un programme qui vient rembourser là, certaines dépenses admissibles de formation. C'est un programme qui a été mis en place là, pour permettre aux entreprises de profiter de la pause, dans le fond, pour former leurs employés et se préparer pour l'après-crise. Alors, c'est des projets là, qui doivent être présentés jusqu'au 30 septembre. Puis il y a une enveloppe budgétaire là, de 100 millions de dollars là, qui a été prévue par ça. Fait que ça va être soit qu'on va atteindre l'enveloppe budgétaire de 100 millions ou on va accepter les demandes jusqu'au 30 septembre, là, selon ce qui survient en premier. À la slide suivante, bon, les montants d'aide financière que ça prévoit, là, il y a certains maximums. Dans certains cas, on peut aller chercher 100 % des dépenses qui sont admissibles. On parle des dépenses de 100 000 ou moins, puis il y a un maximum de 50 % de celles entre 100 000 et 500 000. Évidemment, pour chacune des mesures d'aide, par exemple, le salaire admissible là, est maximisé à 25 $ de l'heure. Là, il faut voir encore là, c'est quoi l'interaction qui faire, le calcul des dépenses admissibles, puis le soumettre à ce test-là de savoir si je suis en bas ou en haut de 100 000 là, pour savoir si j'ai droit à 50 % ou 100 % finalement des dépenses admissibles. Un élément important ici sur lequel j'attire votre attention, c'est que si je reçois d'autre part une aide financière qui vient de la subvention salariale d'urgence, bien là, ce montant-là va être réduit là, à raison, là, on le voit là, sur l'écran, 25 %, 90 % ou 100 %, selon que je reçois la subvention à 75 %, que je reçois la subvention à 10 % ou que je reçois aucune subvention salariale, ça va venir affecter le montant que je peux recevoir via ce programme-là. Donc, vous avez le lien là, pour aller chercher l'information au bas de la page sur le site du gouvernement là, par rapport à cette mesure d'aide-là. Si on passe rapidement là, à la page suivante, là, mesure d'accès au crédit, là, on a parlé beaucoup de subventions. Là. Subventions, évidemment, c'est des montants qui ne sont pas remboursables. Il y a beaucoup de mesures d'accès au crédit, là, donc du financement temporaire. Là. Ce sont des prêts à être remboursés. Il y en a un sur lequel on regarde un petit peu plus attentivement, là, qui est le fameux compte d'urgence des entreprises canadiennes qui prévoit des prêts sans intérêt à la hauteur de 40 000. L'avantage principal de cette mesure-là, c'est que si ce prêt-là est remboursé, là, donc on rembourse 30 000 sur le 40 000, il y a une radiation de 10 000 du prêt qui devient une subvention là, qui n'a pas à être remboursée. Ça, c'est un avantage intéressant. Puis le fait qu'il soit sans intérêt, ça peut être intéressant. Maintenant, comment on fait pour se qualifier? Là? Il faut avoir une masse salariale qui se situe entre 20 000 et 1,5 million. Je vous rappelle que ça, c'est une mesure qui a été annoncée cette semaine parce que le critère avant était de 50 000 à 1 million. Puis évidemment, bien, on a des PME au Québec. Là, fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas capables d'aller chercher ces montants-là. Donc, la fourchette a été élargie comme telle. Une autre notion qui est importante pour se qualifier, c'est qu'il faut avoir un compte chèque d'entreprise
On reçoit souvent la question, là, des fois, ben écoute, je ne me qualifie pas parce que moi, je suis un travailleur autonome puis j'ai un compte chèque personnel. Il faut vraiment avoir un compte d'entreprise pour être capable d'aller chercher cette mesure-là. Un compte chèque personnel ne permet pas à l'entreprise ou au travailleur autonome de se qualifier à cette mesure-là. Puis vous avez à l'écran, évidemment, les autres critères là, qui s'appliquent à ça. Contrairement aux autres mesures, ce n'est pas une mesure là, qui se fait là, via mon dossier pour les particuliers ou mon dossier des entreprises. C'est vraiment une mesure qui est parrainée par le gouvernement, mais qui doit être gérée via les institutions financières. Donc, le premier réflexe à avoir, évidemment, c'est de contacter votre institution financière puis de demander à vous qualifier là, à cette mesure-là, dans la mesure où vous remplissez les critères. Là, ça va être géré vraiment avec l'institution financière avec laquelle vous faisiez déjà affaire. Là. Donc, si vous ouvrez un nouveau compte d'entreprise, demain matin, vous ne pourrez pas vous qualifier. Il faut avoir un compte d'entreprise qui était déjà établi avec une institution financière là, avant la crise là, pour être capable. Donc, la date, c'est le 1er mars 2020. Il faut déjà être lié avec son institution financière là, pour aller chercher cette mesure-là. Si on va à la page suivante, il y a d'autres mesures d'accès au crédit là, qui sont largement documentées, qu'on n'a pas documentées ici là, pour se dégager un maximum de temps. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Évidemment, l'aide d'urgence pour les petites entreprises, là, il y a les fameux prêts là, garantis par le gouvernement, qu'ils soient en bas de 50 000 ou en haut de 50 000. Ça suit des chemins différents. Fait que ça, vous pouvez aller voir le pacte, entre autres. L'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, là, qui est une mesure qui a été là, récemment annoncée cette semaine, pour laquelle on a malheureusement peu de détails, mais qui permettrait là, de financer via des prêts là, certains loyers commerciaux. Là, il y a toute la notion là, on recevait la question, entre autres, là, si on est dans une entreprise liée, là, je détiens par exemple un immeuble dont mon entité opérante là, dans des locaux, en fait, si j'ai une gestion immobilière qui sert à l'opération de mon entreprise, en fait, est-ce que ça se qualifie oui ou non? Là, tous les détails de cette mesure-là sont à venir. Là, donc, on est en attente par rapport à ça. Ça ferait le tour pour les éléments de la présentation. On pourrait peut-être passer là, à une période de questions, là, puis tenter de répondre un maximum. Là, je vois que le forum se remplit bien. Je pourrais peut-être te passer la parole, Paul, là, pour que tu puisses répondre, entre autres, celle là, qui touche on a beaucoup de questions. La construction. Il y en a une que je pense que je vais publier. C'est Daniel qui demandait que au niveau il veut engager son monde parce que la construction recommence la semaine prochaine. Il veut engager son monde à partir du 20. Est-ce qu'il va être admissible à la subvention salariale? Et encore une fois, on revient dans nos fameux tableaux de tantôt. Et il va engager son employé le 20 avril. Donc, ça veut dire qu'il va être dans la deuxième semaine de la période d'admissibilité. Donc, s'il embauche le 20 et qu'il garde son employé jusqu'au 9 mai, il va être admissible à 100% à la subvention salariale de 75%. Et là, encore une fois, il faut respecter les tests d'admissibilité au niveau de votre entreprise. Donc, est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'il y a eu une diminution de son chiffre d'affaires au mois d'avril comparativement au mois d'avril à 2019? Donc, il ne faut jamais oublier de se qualifier au niveau de votre entreprise. Après, on va aller qualifier votre employé par employé. Il y avait une autre question que je trouvais intéressante là, au niveau de, je vais publier, c'est Caroline qui demandait comment maximiser la subvention salariale de 75% avec le fameux programme Action concertée de maintien en emploi. Donc, c'est le fameux programme de formation. Et comme Martin l'a dit tantôt, c'est que le montant que vous allez recevoir pour la formation, en fin de compte, il va être réduit si vous avez reçu la subvention de 75%. C'est un peu normal. Mettons, vous payez votre employé 1000 pièces, vous avez reçu une subvention de 75%, donc de 750, et ils n'iront pas vous redonner un autre 1000 pièces parce que cet employé-là a fait votre formation. Donc, c'est réellement, s'il a reçu
vous avez déjà reçu une subvention. Donc, la subvention pour le PACME va être réduite de 75 %. Donc, ça va être de 25 % qui va vous provenir du PACME. Donc, ça, c'est très clair. Tous les programmes qui ont été mis en place se sont tous écrits de façon à être jumelés ensemble et ne pas s'additionner jusqu'à l'infini. Il y a un maximum et il faut jouer toujours à l'intérieur de ces maximums-là. Est-ce que toi, Martin, tu as quelques questions qui... En fait, j'ai une bonne question au niveau des filiales, Paul, à savoir si on y va au niveau du périmètre consolidé, est-ce que ça doit être des filiales canadiennes absolument? Ben, en fin de compte, oui, c'est des filiales canadiennes parce que c'est la baisse de revenus se calcule sur tes revenus. Ta baisse est calculée sur la baisse de revenus gagnés au Canada, qui ne provient pas d'entreprises ayant un lien de dépendance. Donc, on va faire réellement le calcul à partir des revenus gagnés au Canada. Est-ce que tu as eu le temps d'en prendre un autre? Je vais voir celles qui reviennent le plus souvent. Et il y avait une question aussi qui était intéressante. C'était que c'est-tu ma responsabilité en tant qu'employeur de vérifier si mon employé a collecté la PCU puis comment faire ça? Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est très claire. C'est la fameuse question, est-ce que mon employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours? Si vous répondez oui à ça, vous n'avez pas droit à la subvention salariale du Canada. Pourquoi? Bien, c'est simple, parce que l'employé va avoir eu droit à la PCU. Donc, les deux programmes se rejoignent, mais ce n'est pas à vous de jouer à la police. Vous devez jouer uniquement à répondre à la question du fameux 14 jours consécutifs. C'est ça qui est important pour vous. Et il y a une question qui m'a été posée hier par plusieurs entrepreneurs, c'est que ils veulent, étant donné que la construction reprend la semaine prochaine, et ils demandaient, bien, les employés, je viens pour les rappeler, et ils veulent avoir une augmentation de salaire. Parce qu'ils disent, bien, toi, tu as une subvention, moi, je veux profiter aussi, je veux avoir une augmentation de salaire. Et là, la réponse, le conseil que je les ai donné, et c'est pour ça qu'il est très, très, très important d'appeler avant de faire quoi que ce soit, parce que vous allez voir la subtilité là-dedans, c'est que si l'employeur, exemple, il donnait 20 $ de l'heure à son employé, puis là, il dit, ben moi, l'employé lui demande 3 piastres de l'heure de plus. Si vous lui donnez 23 piastres de l'heure pour qu'il revienne travailler, mais après la COVID-19, un jour, ça va passer, ça. Après la COVID-19, vous allez être pogné avec le fameux 23 piastres de l'heure selon les normes du travail. Vous allez être pogné, vous ne pouvez pas rebaisser votre salaire. Tandis que la façon de faire, ça serait de dire, OK, je vais te laisser 20 piastres de l'heure, mais je vais t'accorder une prime de risque liée à la COVID-19. Donc, c'est une ligne complètement en dessous de 3 piastres de l'heure, tant aussi longtemps que la COVID va être en fonction, en marche, tant qu'on va vivre ça. Donc, quand elle ne sera plus là, mais il va perdre la prime de 3 piastres de l'heure, il va retomber à 20 piastres de l'heure, donc je ne serai pas pogné avec des problèmes au niveau des normes du travail. Donc, c'est pour ça qu'avant de prendre une décision, il est important de consulter quelqu'un justement pour ces petites nuances-là. Il y a Martin et son équipe font un excellent job, donc vous pouvez arriver et le consulter. Il va vous référer aux bonnes personnes. Tu vois, Paul, une des questions qui revient énormément là, actuellement sur le forum, c'est la notion de dividende, là, dividende déclaré, dividende versé. Comment je me qualifie là, si je suis un entrepreneur qui reçoit des dividendes? Là? En fait, c'est toujours la notion, est-ce qu'il s'est versé un dividende d'au moins 5 000 $ dans les 12 derniers mois. Donc, c'est facile à répondre pour les dividendes de 2019. Est-ce que vous avez émis un relevé qui s'appelle un relevé T5
à le propriétaire de l'entreprise. Donc, c'est un coût que vous l'avez émis. Le dividende, il est déjà calculé. Je comprends par la subtilité de la question, c'est peut-être qu'il y aurait des entrepreneurs qui n'auraient jamais payé de dividendes au cours des 12 derniers mois et là, qui auraient décidé de s'en verser un, mais sans l'avoir payé. Mais tous ces éléments-là, ils ont mis une règle anti-évitement dans chacune des lois où il faut pas créer une situation qui n'existait pas avant la COVID. Donc, je comprends que c'est plaisant d'aller chercher 2000 par mois, mais il ne faut pas nécessairement, si vous ne l'aviez pas payé, votre fameux dividende, mais on ne peut pas faire une planification rétroactive et nous rendre admissibles quand on ne l'était pas admissible. Donc, jouer beaucoup de prudence parce qu'au niveau de la subvention salariale d'urgence, 75 %, si vous essayez, écoute, moi je viens de la campagne, je vais utiliser un terme, là, de faire des bidding pour arriver, pour vous qualifier à la fameuse subvention. Donc, vous allez être obligé de rembourser 75 de la subvention que vous avez eue et en plus, une pénalité de 25 %. Donc, je pense que les mesures qui ont été mises en place, c'est des très bonnes mesures. Il y a assez de façons pour vous qualifier. C'est sûr que c'est des calculs mathématiques assez complexes. Donc, il faut consulter pour être sûr de ne pas faire de mauvais mots parce qu'il y a des réclamations assez importantes que les entreprises vont pouvoir faire. On parle de plusieurs millions de dollars si l'entreprise est le moindrement assez grosse, là. Mais ça peut aller vraiment vite, donc il ne faut pas prendre de chance. Une autre excellente question, Paul, à laquelle peut-être tu peux répondre, c'est la fameuse notion de la méthode comptable normale de l'entreprise par rapport au choix de savoir est-ce que je vais avec la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice. Bien, effectivement, c'est un choix. Donc, le choix que vous avez à faire, c'est que, supposons que vous avez votre fameuse comptabilité normale. Mais si vous utilisez la comptabilité normale et que vous ne vous qualifiez pas, donc là, on va passer à l'étape 2. On va refaire la comptabilité pour ces mois-là. On va dire, hey, combien tu as encaissé? Donc, on va y aller sur la méthode de l'encaissement. Donc, c'est relativement facile à convertir, mais ça prend quand même une certaine expertise pour faire les calculs. Et un coup là, on va probablement être capable de vous qualifier à ce niveau-là. Et si on ne vous qualifie pas avec les mois des années précédentes, on va faire les tests qui vont faire en sorte de probablement vous qualifier à partir de la moyenne de janvier et février 2020. Donc, vous comprenez que c'est une multitude de choix que vous allez faire. Il faut être vraiment prudent sur la façon de faire vos calculs pour ne pas vous mettre dans le trouble si vous utilisez une mauvaise méthode et que ça arrive à, moi j'ai eu une baisse, exemple, de 30,01 %, vous allez, c'est sûr que le ministère va vous venir challenger votre méthode. Donc, ils ne demandent pas de papier pour faire la réclamation, mais ils vous disent de garder tous vos éléments de preuve qui ont arrivé pour vous qualifier et qualifier vos employés. As-tu une autre question, Martin, que tu as vu passer? Évidemment, j'ai beaucoup de questions sur la notion de comment optimiser la subvention, le 75 %. Puis évidemment, la réponse simple à ça, c'est toujours une question de cas par cas. Là. Il n'y a pas une entreprise ou un employé dans la même situation. Fait que c'est difficile de répondre à ces questions-là, de savoir comment on peut optimiser un scénario là, sans avoir tous les faits qui l'entourent. Là. Exact. Donc, c'est la discussion aujourd'hui qu'on a eue, la présentation, c'est une présentation de façon générale et par la suite, je crois qu'il faut y aller vraiment, c'est du cas par cas pour qu'on soit capable de qualifier chacune des entreprises pour qu'il y ait accès à la subvention de 75 %. Donc, y a-t-il d'autres...
Malheureusement, le temps arrive à sa fin pour le webinaire. Avant de passer la parole à Madame Stéphanie Gervais, je vous invite, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, à écrire à réseaumallette@mallette.ca et nous allons pouvoir transférer vos questions aux bonnes personnes. Sur ce, je laisse la parole à Madame Stéphanie Gervais. Alors, merci beaucoup, Messieurs Lapointe, Saint-Louis et à Mallette pour les échanges constructifs de ce matin qui seront sans doute vous outiller afin de faire les meilleurs choix pour passer à travers cette période. Alors, je souhaite bon courage à tous, puis je vous invite à nouveau à communiquer avec Mallette si vous avez des questions là, en complément avec ce qui a été vu aujourd'hui.